En 2000, un institut mathématique américain fait quelque chose d'un peu bizarre. Il liste 7 problèmes mathématiques, du coup, que personne n'a jamais résolu sur Terre. Et ils annoncent 1 million de dollars pour quiconque arrive à en résoudre un seul. Donc en gros, il y a 7 millions de dollars à la clé. 2 ans plus tard, un inconnu, seul dans son appart à Saint-Pétersbourg, publie une des solutions sur Internet. Ouais, pas dans une revue scientifique ni quoi que ce soit, sur Internet. La communauté mondiale des maths met 4 ans à vérifier si ça marche. Et en 2006, le verdict tombe, il a réussi. Et là, il se passe quelque chose d'un peu fou. Alors bougez pas, je vais tout vous raconter. Mais avant tout ça, on va parler des 7 problèmes. Je vais vous les présenter un par un, parce que ça se trouve, il y a des gars chauds dans les commentaires qui vont réussir à en résoudre un. Et comme ça, on se met tous un peu d'accord, on essaye tous d'en résoudre. Et après, on se partage les millions. Comme ça, tout le monde est content. En plus, c'est net d'impôts, donc voilà, chauffez-vous. Plus sérieusement, je vais pas les donner dans l'ordre précis parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, mais en gros c'est un institut américain qui s'appelle le Clay Mathematics Institute, qui est dans le Massachusetts, à Cambridge, qui a décidé en fait de montrer les 7 problèmes à tout le monde, de les rendre publics, au plus grand nombre, quoi, pas qu'à la communauté scientifique, quoi, pour que, s'il y a des têtes pensantes, ils arrivent à les résoudre, quoi, pour que ça puisse faire avancer le monde des mathématiques. Et ces 7 problèmes ont été annoncés par le Clay Mathematics Institute à Paris en 2000 au Collège de France. Et donc, je l'ai dit 6 fois, mais il y a 7 problèmes, et on va les survoler un par un, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est beaucoup trop complexe, moi j'y comprends rien, et probablement vous non plus. Et évidemment, je vais revenir sur la folle histoire de l'inconnu qui en a résolu un. Donc le premier problème, P versus NP. En maths, certains problèmes sont très faciles à résoudre, genre 4 plus 4, ça fait 9, c'est facile. On les appelle P, d'autres sont longs à résoudre, mais faciles à vérifier. Et donc, c'est NP. Un mot de passe, par exemple, le trouver, ça prend du temps, mais vérifier qu'il est correct, c'est instantané. La question du problème mathématique, parce que c'est pas juste montrer que ça existe, non, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que ces deux catégories sont en fait la même chose? Est-ce qu'il existe un espèce de raccourci caché? Donc, est-ce que tout ce qui est facile à vérifier est aussi facile à résoudre? Si oui, P égale NP. Et ça veut dire que toute la cryptographie sur laquelle toutes les banques, les institutions fonctionnent, ça tient à pas grand-chose. Et sinon, P est différent de MP, donc là, ça va. Certains problèmes sont fondamentalement très durs, et du coup, toute la sécurité informatique qui repose dessus est plutôt safe. Donc la plupart des mathématiciens pensent que oui, P est différent de NP, qu'on l'a jamais prouvé mathématiquement. Le deuxième problème sont les équations de Navier-Stokes. Les équations sont censées décrire comment les fluides se déplacent. Que ce soit les vagues, les cours d'eau, le sang qui coule dans vos veines, l'air, comment ça se déplace. On les utilise vraiment partout, en météorologie, en aviation, sauf qu'on ne sait pas si elles ont une solution mathématique à long terme valide. À un moment, en fait, les équations peuvent partir complètement en sucette et en fait, on les comprend plus vraiment, quoi. Il n'y a pas de solution absolue. Et donc, ces équations, parfois, produisent des valeurs qui sont infinies, donc le fluide n'est plus du tout... on peut plus du tout anticiper le mouvement du fluide, donc en fait, l'équation, elle est mauvaise, quoi. Enfin, elle est pas bonne. La plupart du temps, ça marche, donc on utilise des équations dont on n'a pas prouvé leur efficacité en valeur absolue. Vous allez voir, ça va revenir souvent, ça. Évidemment, quelqu'un qui trouve, vraiment, chauffez-vous en commentaire, quelqu'un qui trouve comment ces équations fonctionnent en valeur absolue, gagne 1 million de dollars. Ensuite, on a les problèmes avec les hypothèses de Riemann. Les nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc., patati patata, il y en a plein, sont vraiment les briques de base de la mathématique, parce qu'ils sont divisibles que par 1 ou par eux-mêmes, pour donner un chiffre entier. Et tous les nombres peuvent se décomposer en nombres premiers, mais leur apparition semblait imprévisible et chaotique, je veux dire dans la liste des nombres. Et en 1859, un gars qui s'appelle donc Bernard Riemann, du coup, propose une idée assez radicale. Et si leur distribution dans la liste des nombres n'était pas due au hasard, mais répondait bien à une forme d'équation mathématique, quoi. En fait, leur apparition serait donc prévisible. Ils créent donc la fonction zeta qui cacherait leur secret. Ils formulent l'hypothèse, elle fonctionne, on l'a testée sur des milliards de cas, zéro exception, mais personne ne l'a prouvé pour une valeur absolue, personne ne l'a prouvé pour x. Il y a une partie de la cryptographie qui repose sur cette hypothèse de Riemann, en fait, sauf que, ça se trouve, elle est fausse pour une valeur qu'on n'a pas encore testée, quoi. Donc, c'est pareil, c'est un peu vulnérable. Bon, après, on l'a testé pour des milliards de cas, mais peut-être qu'à un moment, ça marche plus. Enfin bon, le quatrième problème, lui, parle de physique quantique. Donc, c'est la physique qui veut prédire le mouvement des particules subatomiques. On a vérifié des milliards de fois en laboratoire, tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant, sur Schrödinger et Heisenberg, mais mathématiquement, ça marche pas toujours.
Je veux dire, on observe des résultats cohérents, mais mathématiquement, ça marche pas. Apparemment, il y aurait comme une sorte de trou noir dans le monde des mathématiques à ce niveau-là. Autour de la force nucléaire faible et forte, on arrive à prédire des résultats qui sont corrects et cohérents, mais qu'on ne peut pas vérifier mathématiquement. Bon, après, c'est basé sur un max d'incertitudes de base, donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc on a construit toute notre compréhension de la matière là-dessus, qui n'est mathématiquement pas vérifiable. Mais ça marche, donc au final, est-ce qu'on a besoin de vérifier? Bon, c'est pas sûr. Le 5e problème, il y en a encore 2 après, la conjecture de Hodge. En mathématiques, il existe des espaces géométriques extrêmement complexes, des variétés algébriques, des formes qui vivent dans plusieurs dimensions, enfin c'est une complexité sans nom, des objets qu'on peut même pas dessiner, mais ça reste de la géométrie. Mais ces objets, on peut les décrire avec des équations. La conjecture de Hodge, c'est est-ce que ces formes ultra complexes peuvent être décomposées en plein de formes simples? Imaginez un orchestre complet avec des violons, des cordes, du chant, enfin tout ce qu'il y a dans un orchestre, j'ai pas la liste de tous les instruments. Je veux dire, on a une symphonie complète, mais on peut décomposer et isoler chaque note de chaque instrument à chaque fois, ça, il n'y a pas de problème. Mais là c'est pareil, mais en géométrie, est-ce que des formes méga complexes, comme un orchestre qui serait hyper complexe, est-ce qu'on peut en faire plein de petits carrés? On sait pas. Enfin, on sait pas, on l'a testé sur plein de cas particuliers, ça marche, mais encore une fois, on l'a pas testé pour une valeur absolue. Donc on ne sait pas si ça marche à chaque fois. Mais si vous le savez, donc dites-le, parce que du coup, il y a toujours $1 million à gagner, donc c'est pas mal. Le problème suivant, l'avant-dernier, c'est le problème de Birk et Swinnerton d'ailleurs. On prend des courbes elliptiques, c'est des courbes qui ressemblent à ça. Des courbes définies par des équations qui sont plutôt simples. Y au carré est égal à x au carré plus x plus 1. C'est un peu, enfin, en vrai, on s'en fout, mais mathématiquement, c'est assez basique. Ces courbes, en mathématiques, peuvent avoir un nombre fini ou infini de solutions en chiffres rationnels. Donc les chiffres rationnels, c'est cette liste de chiffres. La question est, peut-on prédire à l'avance si une courbe a une infinie de solutions, juste en regardant son comportement? C'est comme s'il y avait un pêcheur qui voulait savoir s'il y avait beaucoup de poissons dans son lac, sans plonger dedans. Donc Birk et Swinnerton d'ailleurs ont dit que oui, il existe une fonction mathématique qui nous permettrait juste en regardant la surface de la courbe, savoir s'il y a une infinité de solutions ou pas. Sauf qu'ils ne l'ont pas prouvé. Donc, dire qu'il y a des choses qui existent sans montrer qu'elles existent, c'est un peu con. Comme les 5 premiers problèmes, personne n'a trouvé, et personne n'y arrive, quoi. Donc, c'est que c'est compliqué, en fait. De surface, t'as l'impression que c'est simple, comme P versus NP, et en fait, non. Et le dernier problème, la conjecture de Poincaré. Là, c'est un peu plus complexe. Il dit, très simplement, toute variété complexe simplement connexe de dimension 3 est homéomorphe à une sphère. Donc, évidemment, vous avez tout compris. Et ça, personne n'arrive à le résoudre. Non, plus sérieusement, on va reprendre point par point parce que c'est incompréhensible. Donc, en décortiquant la phrase, une variété compacte, c'est une forme géométrique en 3D, parce qu'il y a de dimension 3, donc c'est en 3D, sans bord, fini, donc une sphère. Simplement connexe, ça veut dire qu'elle n'a pas de trou. Pas comme mon gros c***. Simplement connexe, ça veut dire que la forme en 3D n'a aucun trou. Et homéomorphe à une sphère, ça veut dire qu'il y a la même propriété qu'une sphère, enfin qui est une sphère en fait. Tout ça c'est du langage topologique. L'étude des formes en 3D c'est le domaine des mathématiques qui s'appelle la topologie. Mais en gros, ils se la pètent un peu en donnant des noms compliqués, mais homéomorphe ça veut dire comme, quoi. Enfin, c'est une sphère. Mais en topologie on dit homéomorphe, comme connexe, alors que c'est juste, il n'y a pas de trou. Plus précisément, homéomorphe, ça veut dire qu'on peut en faire une sphère, comme de la pâte à modeler, si tu veux, si elle est carrée, tu peux la mettre comme tu veux pour en faire une sphère à la fin, quoi. Voilà. Ça, un cube, du coup, pas un carré, un cube est homéomorphe à une sphère parce que tu peux le compacter pour en faire une sphère parfaite, sans jamais le déchirer ni décoller des parties, c'est important. Donc Poincaré dit, si une forme 3D est fermée et n'a aucun trou, c'est une sphère. Pourquoi pas? Ça, cette petite télécommande, c'est une sphère. Quelque part, c'est une sphère parce que c'est une forme en 3D fermée, elle n'a aucun trou. Et, bon, alors, elle est difficilement modelable, mais si ça pouvait être modelé, on pourrait la transformer en sphère. Donc, c'est une sphère. Enfin, là, en l'occurrence, c'est un parallélépipède, mais ça pourrait devenir une sphère. C'est ce que Poincaré dit. Mais prends un donut, un tore en maths, ça s'appelle. Et bien là, il y a un souci. Parce que le tore, il a un trou. Pourtant, c'est une forme en 3D qui est finie. Donc, selon Poincaré, c'est impossible de le modeler pour en faire une sphère. Impossible. Et c'est vrai. Essayez de pétrir un donut, faire tout ce qui est en votre possible pour que ça devienne une sphère.
sera pas possible. Parce qu'il y aura un moment où le trou va certes se replier sur lui-même, mais ce sera pas collé, ce sera décollé. Donc ce sera toujours pas une sphère, parce que homéomorphe, ça veut aussi dire sans déchirer ni décoller. Pour démontrer ça, Poincaré il dit quelque chose d'assez intéressant. Il utilise un lasso topologique qu'on va simplifier en un élastique. Imaginez un ballon de foot autour duquel on mettrait un élastique. Bon bah c'est simple, l'élastique fait tout le tour. Si on tire l'élastique vers le haut, donc l'élastique va rester autour du ballon, et au final, s'il pouvait se rétracter en un point comme un lasso, il se rétracterait en un point à n'importe quel endroit de la sphère si tu le tires assez haut. Ça paraît assez logique, par contre autour d'un donut, pour le montrer physiquement, autour d'un donut, si tu accroches avec ton lasso le donut comme ça, tu pourras jamais enlever ton lasso et tu pourras jamais le faire revenir en un seul point. Il part de ce constat-là. Par contre, mathématiquement, c'est compliqué de le décrire. Donc la question que soulève la conjecture de Poincaré, c'est comment être certain, donc par les mathématiques, pas juste en regardant évidemment, qu'une forme n'a aucun trou caché. En 3D, les trous peuvent être subtils, invisibles à l'œil nu, ils peuvent être vraiment minuscules, quoi. Et donc, aussi pour absolument toutes les formes imaginables possibles. Donc ouais, c'est un peu chaud. Alors selon toi, le gars qui en a résolu un, il a résolu lequel? Si t'arrives à le trouver avant que je te le dise, chapeau. Perso, moi, ce qui me paraît possible à résoudre, enfin, je veux dire, qui a l'air d'être moins complexe que les autres, c'est P versus NP. Et l'histoire des nombres premiers. Mais la physique quantique, les formes géométriques qu'on peut décomposer à l'infini, ça me paraît un peu chaud. La conjecture de Poincaré, j'y comprends rien. Et sur les courbes elliptiques, et regardez si la courbe a une solution infinie... Le mathématicien qui en a résolu un, qui s'est isolé pendant quelques années avant de le résoudre, a résolu, tenez-vous bien, la conjecture de Poincaré. Selon moi, le plus what the fuck, enfin celui qui est le moins compréhensible. Et c'est lui, Grigori Perelman, mathématicien russe né en 1966 à Leningrad. Pas trop le genre de gamin qui joue dehors, sa mère était prof de maths, il a baigné là-dedans un peu toute sa vie. Du coup, par conséquent, son délire c'était de résoudre des problèmes de maths tout seul dans son coin. Chacun ses hobbies. Mais en même temps, il a l'air d'être chaud. À 16 ans, le gars représente l'URSS aux Olympiades internationales de mathématiques. Et il les remporte. Il grandit, il intègre des cercles scientifiques soviétiques, il finit par être reconnu par ses pairs, etc. Donc un grand nom du monde des mathématiques soviétiques. Dans les années 90, il fait plusieurs séjours aux US, dans des grandes universités, où on lui propose des postes, mais il refuse à chaque fois, il retourne en Russie, et il s'installe dans un petit appartement à Saint-Pétersbourg, avec sa mère. Et après, c'est silence radio. Donc pendant des années, ses collègues pensent qu'il a abandonné, qu'il fait autre chose maintenant de sa vie, qu'il est parti du monde scientifique. Et puis, sorti de nulle part en novembre 2002, un article apparaît sur Internet. Pas du tout dans une revue ou un article spécialisé en sciences, non, sur Internet. Et pas du tout accompagné d'une conférence, aucun communiqué de presse, juste déposé sur Arxiv. Un site quand même dédié aux maths, mais... un peu du père, quoi. Enfin, il le sort pas en grande pompe, quoi. L'article s'appelle The Entropy Formula for the Ricci Flow and its Geometric Applications. Quelques dizaines de pages, plutôt denses, bien complexes, que le commun des mortels ne comprend pas. Et presque à la fin, en passant, il suggère que ce qu'il met dans son article permet de résoudre la conjecture de Poincaré. Le monde des mathématiques se réveille, analyse son œuvre. Évidemment, tout le monde pense que c'est une erreur, que c'est un peu ambitieux quand même comme truc. Et en fait, 2 articles sortent après celui-là, en 2003. Là, tout le monde s'y met sérieusement parce qu'il commence un peu à paniquer. Et pendant 4 ans, ils épluchent toutes les équations de ces articles. Chaque ligne, chaque argument, chaque étape, tout. Il y a quelques approximations, mais en 2006, le verdict tombe et ça marche. La conjecture de Poincaré est alors prouvée 100 ans après sa sortie. Donc le monde des maths est un peu en état de choc, et du coup, on lui propose la médaille Fields. La médaille Fields, c'est la plus haute reconnaissance du monde des maths. C'est comme un Nobel. Et il refuse. Pas besoin, selon lui. Il va même pas à la cérémonie, il s'en tape complet. Il promeut plus le processus de résolution que le résultat en lui-même, quoi. Et en 2010, le Clay Mathematics Institute lui dit « Bon gars, t'as gagné $1 million. » Et ce coup-ci, évidemment, il refuse encore. Ses travaux sont directement liés à ceux de Richard Hamilton, car apparemment, il utilise pas mal de ces équations que lui a démontrées pour pouvoir démontrer la conjecture. Il dit alors que s'il mérite $1 million, Richard Hamilton en mérite au moins autant. Et par conséquent, il l'accepte pas. Il n'a pas envie de l'accepter. Et aujourd'hui, Perelman vit toujours à Saint-Pétersbourg avec sa mère. Il sort peu, il fait ses courses comme un mec normal. Il se balade dans les bois autour de Saint-Pétersbourg. Il aurait apparemment arrêté les mathématiques. En même temps, quand t'as résolu un des 7 problèmes de l'univers, je sais pas si t'as grand chose
à prouver. Et apparemment, certains de ses collègues diraient qu'il est plutôt déçu. Pas des mathématiques, mais des hommes. De la façon dont le monde académique fonctionne, des guerres un peu d'ego, des injustices, etc. Il veut s'écarter de tout ça, quoi. C'est assez fou que ce génie qui a réussi à résoudre un problème vieux de 100 ans que personne n'arrivait à résoudre, tourne le dos complètement au monde académique et à toutes les récompenses qu'il aurait pu avoir. Si on reprend un peu l'histoire, Perelman a fait ça tout seul dans son appart à Saint-Pétersbourg, a travaillé sur un problème que personne lui avait demandé de résoudre, pas de salaire, pas de contrat, pas de deadline, rien du tout. Juste lui et l'obsession de comprendre ce problème. Et quand il a prouvé, bah il a juste mis ses articles sur internet et il s'est barré. Et du coup ça pose une certaine question. Pourquoi on s'obstine à vouloir savoir? La réponse est assez évidente, pour avancer, pour comprendre, pour résoudre des problèmes concrets. Et c'est vrai, les maths en soi finissent toujours par avoir des applications plutôt concrètes. Mais Perelman ne pensait pas du tout à ça, parce que la conjecture de Poincaré, ça nourrit personne, si tu veux, que tu le saches ou pas, tout le monde s'en bat un peu les couilles. Elle guérit aucune maladie, elle construit pas d'immeubles, de ponts, non, elle sert à rien, la conjecture de Poincaré en soi. Ça répond juste à une question sur la forme très abstraite de l'univers. Ce qui est pas rien, certes, mais ça ne sert pas à grand chose. Mais il y a consacré un paquet d'années de sa vie quand même. Et Perelman est un peu un exemple assez radical. Dans un monde où tout se monétise, tout se valorise, tout se capitalise, chaque compétence peut devenir donc un capital. Il a fait exactement l'inverse. Il a juste trouvé, il a montré, et il est parti. Et puis il y a aussi la question du partage. Perelman a refusé $1 million en disant que Hamilton méritait autant que lui. C'est quand même une forme d'honnêteté intellectuelle assez rare. Reconnaître que la connaissance n'appartient à personne, c'est assez fort. Après, tout le monde se sert des travaux faits précédemment. Newton dit qu'il avait vu loin parce qu'il était monté sur les épaules d'un géant, et Einstein a fait pareil avec Newton. Mais Perelman a dit ça avec $1 million à la clé. Peut-être que la connaissance, c'est le seul domaine où l'ego, pour l'humain, est vraiment un obstacle. Où disparaître derrière la vérité, comme a fait Perelman, est 1000 fois plus puissant que d'en récolter la gloire. On ne sait pas si Grigory Perelman va bien. Apparemment, il vivrait toujours à Saint-Pétersbourg avec sa mère. Pas forcément d'argent, pas de contact avec le monde scientifique, rien de tout ça. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il a résolu un des problèmes les plus compliqués qu'il existe, qu'il a tout refusé. Mais ce qui est plus révélateur encore, je pense que c'est notre réaction vis-à-vis de lui. On sait pas trop quoi faire de quelqu'un qui ne veut rien. En fait, c'est une réaction qui est bizarre pour nous. Le gars ne veut ni la gloire, ni l'argent, ni la reconnaissance, et ça nous dérange, on trouve ça chelou. Parce qu'on a construit des systèmes entiers, les médias, les institutions, tout fonctionne par récompense quasiment. Ce qui montre qu'on imagine que tout le monde a envie d'être vu et d'être reconnu, quoi. Envie d'être célèbre. Et lui, il a court-circuité ça. Et du coup, on le range dans la case excentrique, gros weirdo, peut-être même un peu fou. Parce que c'est plus facile de le mettre dans cette case comme ça, plutôt que d'accepter qu'il a juste pas les mêmes valeurs que la plupart des gens, quoi. Sa trajectoire, je pense, c'est purement subjectif, dit moins quelque chose sur lui que sur nous, pour le coup. Sur ce qu'on valorise, sur ce qu'on attend des gens qui réussissent, et sur notre incapacité à imaginer le succès autrement que par la célébrité et ou l'argent. Ouais. Enfin voilà pour cette vidéo et les 7 problèmes du millénaire. En tout cas, on peut dire bravo à Perelman, pour le coup, même s'il s'en fout du coup, je pense, si j'ai bien compris. Donc si jamais vous avez le temps et l'envie de résoudre un des 7 problèmes du millénaire, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vérifierai la véracité de tous vos arguments, et puis voilà. Puis on partagera les gains, parce que nous, on n'a pas du tout les mêmes principes que lui. Voilà, plus sérieusement, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner, lâcher un like, tout ça. La routine, finalement. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Et dis donc.